Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction. La Roumanie, c'est finalement le concurrent au parti nationaliste qui a remporté les élections présidentielles à 54%. Le dirigeant nationaliste, comme on l'appelle, bien lui déclare qu'il y a eu des fraudes. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, tous les antifascistes de premier ordre commencent à dire oui, regardez, les gens d'extrême droite, c'est des gens qui ne sont pas honnêtes, c'est des mauvais joueurs. Oui, sauf que là, il y a quand même un cas particulier avec la Roumanie. Je rappelle, la dernière élection présidentielle, c'était il y a quelques mois, l'année dernière, je crois. Et c'était le parti justement nationaliste qui l'avait emporté. Sauf qu'on a prétendu un interventionnisme russe pour annuler les élections. Sauf que depuis quelques semaines, certains sondages, certains même en sortie d'urne, tentaient à démontrer que finalement le parti nationaliste se confirmait dans les urnes. Et là, retournement de situation, c'est le maire de Bucarest, je crois, qui s'est présenté aux élections présidentielles, qui l'emporte. Alors, fraude, pas fraude, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange quand pendant des semaines on dit que de toute façon ça sert à rien d'avoir annulé les élections présidentielles puisque de toute façon c'est le parti nationaliste qui est en tête, et puis tout d'un coup, pouf. Alors après, oui, il y a des outils, à l'échelle européenne, on peut créer des commissions d'enquête pour vérifier. Vous avez des observateurs qui, eux, vont confirmer que non, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Bon, des fraudes, il y en a toujours, mais c'est très très marginal et en général, ça n'influe pas le résultat final. Mais c'est la Roumanie. Vous imaginez bien que, par exemple, quelqu'un comme Dupont-Aignan actuellement, certains disent que c'est un pro-Poutine. Donc ça veut dire que le mec, quand il commente des élections présidentielles, ou même des fois quand lui-même est candidat, c'est quoi la prochaine étape en 2027? C'est de dire, non, lui, il faut l'interdire parce que c'est un pro-Poutine. C'est un agent russe. Vous voulez qu'on revoie tous les tweets, commentaires sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok de l'élection 2022 pour savoir s'il n'y aurait pas eu, à tout hasard, des tentatives d'interventionnisme russe pour essayer d'influencer l'opinion? Tiens, tenez, vous connaissez Juan Branco? Juan Branco, c'est celui qui avait écrit ce petit pamphlet là, qui avait fait un petit peu de bruit. Là, il vient de repasser récemment à Thinkerview, sur la chaîne sur YouTube. Le mec, il est en train de se faire allumer. Pourquoi? Parce qu'il appelle à l'insurrection. Oh, mon Dieu! Les mêmes qui disent, c'est la preuve que Thinkerview, c'est une chaîne d'extrême droite. Non, je suis désolé, Thinkerview, c'est pas une chaîne d'extrême droite. C'est une chaîne qui invite beaucoup de gens dans des domaines issus des milieux politiques différents. Thinkerview a invité Mélenchon, par exemple. Thinkerview a invité des gens socialistes, communistes, républicains, et récemment, ils ont invité Sarah Knafo. Donc, d'ailleurs, elle vide son sac. Mais ça, voilà. L'étau est en train de se refermer sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de choix. Et on le voit. La Roumanie, est-ce qu'il y a eu fraude? Pas fraude, on ne sait pas. Et peut-être qu'on ne le saura jamais parce que tout va être fait. Parce qu'on va être d'accord, le nouveau président qui vient d'être élu, il va ouvrir les portes à tous les agents de l'Union européenne pour verrouiller
tout ce qui pourrait éventuellement permettre à des partis d'extrême droite ou nationalistes de reprendre le pouvoir. Exactement comme ce qui se passe en Allemagne, où ne vous inquiétez pas, l'AfD allemande, ils vont finir par trouver quelque chose pour inciter ou lancer une procédure de dissolution. C'est-à-dire tout ce qui peut menacer l'Union européenne, tout ce qui peut menacer la bien-pensance, le totalitarisme et l'autoritarisme européen, aujourd'hui, très clairement, est saqué. On le voit en Grande-Bretagne. Vous avez Aldo Serron, par exemple, qui nous rend compte un petit peu de ce qui se passe. C'est tellement le bordel que même Nigel Farage, qui avait dit oui, maintenant je me retire de la politique parce que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, Nigel Farage, il revient en politique. Parce que, voilà, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Que les gouvernements successifs, que les autorités, que la justice, que les administrations, que la fonction publique, il y a des gens qui font tout pour s'aborder la transition. Donc du coup, les conséquences, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont politiques, elles sont idéologiques. Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne, c'est un putain de bordel. Mais un putain de bordel qui est provoqué. Un putain de bordel qui est la conséquence d'un sabordage volontaire d'une partie de la classe politique qui a toujours été haineuse de voir le peuple britannique avoir choisi le Brexit. Ça va même plus loin parce qu'il y en a certains qui veulent faire un nouveau référendum pour revenir dans l'Union européenne. Il y a même eu un temps un référendum pour l'autonomie, l'indépendance de l'Écosse. Bon, sauf que le problème, c'est que, évidemment, quand le Brexit a été acquis, il y a des endroits en Grande-Bretagne comme l'Irlande du Nord et l'Écosse qui ont perdu des bénéfices. Pourquoi ? Parce que c'est des régions qui touchaient énormément de subventions de l'Union européenne. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des pays qui sont très frileux à penser quitter l'Union européenne parce que l'Union européenne a réussi à s'infiltrer un peu partout. Donc il n'existe plus rien maintenant à l'échelle locale pour les municipalités, pour certaines associations, pour certains groupes, pour certains mouvements, pour certaines régions, pour certains départements qui touchent des subventions de l'Union européenne dans des domaines aussi divers et variés. Donc si vous quittez l'Union européenne, évidemment, quick. Oh, mon Dieu, rendez-vous compte, si nous quittons l'Union européenne, on ne touchera plus d'argent. Ce sera la ruine. Non, parce qu'en fait, l'argent qu'on donne à l'Union européenne, cette fois-ci, on va le garder et on va le répartir pour compenser les pertes. Attention, les pertes à ceux qui sont d'intérêt public. Il est évident que ça permettrait de faire une purge sur tout ce qui est associatif, fonction publique, qui ont touché ou qui touchent de l'Union européenne de l'argent pour rien. Donc, quelque part, c'est pour ça, c'est toujours compliqué, parce que autant en effet, on peut penser à des associations, à des groupes, à des mouvements qui sont d'utilité publique, qui sont munis de gens investis, qui sont importants sur le plan économique, social, qui sont des liens, qui sont des acteurs importants et utiles. Comme malheureusement, il y a aussi des groupes, des mouvements, des associations qui vivent au crochet de la subvention, pas seulement publique, nationale, mais aussi européenne. Donc de toute façon, à partir du moment où vous comprenez ça, que quelle que soit l'orientation que vous prenez, quelle que soit l'opinion que vous avez, quelle que soit votre conviction qu'il faut aller dans ce sens ou dans un autre, forcément, vous allez faire des heureux, mais vous allez faire aussi des mécontents.
Parce que, quelles que soient les décisions, forcément, il y en a qui vont accuser des pertes et profits. Là, vous avez Retailleau et Darmanin, c'est Darmanin, qui vient de lancer une prison de haute sécurité en Guyane. Évidemment, les gens de gauche et d'ultra-gauche, oh, rendez-vous compte, ce gouvernement d'extrême droite est en train de rétablir le bagne. J'ai envie de dire, pour les grands criminels dont il n'y a pas d'ambiguïté sur la culpabilité, ouais, pourquoi pas. Évidemment, on respecte quand même la dignité humaine, mais au moins, on les isole. Alors peut-être les Guyanais, peut-être qu'ils sont peut-être pas très heureux de récupérer toute la merde métropolitaine, mais si architecturalement le concept, le projet est bien étudié, il n'y a pas de risque. Et puis au moins, s'ils s'échappent, ils sont sur une île. Donc c'est plus facile à contrôler. Et pour récupérer le mec, on ne mettra pas un an et demi pour récupérer un mec comme l'autre, là, celui de Rouen, là. Et qu'aujourd'hui, vous avez l'avocat, il dit oui, ces droits fondamentaux humains ne sont pas respectés. Je rappelle quand même que le mec, c'est un grand criminel, hein, et qu'à cause de lui, pour le sortir de sa situation, l'intervention qui a été commise a tué deux personnels pénitentiaires. Donc à un moment donné, faut arrêter de déconner. Faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Hein ? L'humanisme, c'est bien gentil, mais oui, on n'a plus la peine de mort. Donc on comprend bien que depuis 40 ans, petit à petit, il y en a, ils savent, le pire qu'ils risquent, c'est quoi ? C'est la prison à vie. Et encore, c'est pas sûr qu'ils restent à vie en prison. C'est là toute la problématique. Donc voilà, le problème de la Roumanie qui était, on va dire, une épine dans le pied de l'Union européenne parce que même si elle a réussi peut-être à annuler les premières élections, là ça y est, la situation est sauvée. Mais quand même, on ne pourra pas empêcher des gens à croire que peut-être l'élection a été faussée. Peut-être qu'il y a eu de l'interventionnisme. Sauf que l'interventionnisme de l'Union européenne, c'est bien. C'est bien parce que ça sert la démocratie. Oui, sauf que la démocratie, quand elle commence à être l'outil pour sauver la démocratie, il faut de l'interventionnisme, mais l'interventionnisme des gentils, pas des méchants. Dans ce cas-là, ne faites pas de démocratie. Installez une gouvernance globale et décidez entre vous qui va diriger la France, l'Italie, etc. C'est-à-dire qu'on retire la souveraineté, la liberté de choix souveraine des peuples et on le transfère ça entre les mains de... Alors on vous dira toujours, oui mais non, mais c'est toujours le peuple qui décide, qui est toujours souverain, mais par ses représentants. Comme d'ailleurs en France, j'ai jamais compris pourquoi les sénateurs ne sont pas élus par le peuple. Oui, parce que vous votez pour les élections législatives, donc pour des députés, mais vous ne votez pas pour les sénateurs. Les sénateurs, ce sont les élus locaux, les maires. C'est pour ça que quand j'avais fait ma vidéo sur changer la République, un truc comme ça, moi je dis, ce qui serait bien, c'est que dans la Constitution, on fasse comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le peuple américain qui vote à la fois pour la Chambre des représentants, l'équivalent des députés, et le Sénat, sachant que le Sénat est renouvelé des 2/3 lors de l'élection présidentielle. Et vous avez un tiers, et c'est le fameux mid-term, où là, il y a un renouvellement des 2/3, et donc qui fait un vote de confiance, qui a lieu
2 ans après l'élection du président. Et ce mid-term, le mid-term, c'est soit le président conserve la majorité, soit il perd la majorité du Sénat. Et on se souvient que c'est ce qui était arrivé à Obama. Obama, il avait réussi à garder la Chambre des représentants, mais au mi-terme, il avait perdu le Sénat. Or, à partir du moment où vous perdez une des deux chambres, c'est terminé. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Exactement comme ce que vous avez en France. En France aujourd'hui, le gouvernement est pieds et poings liés puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc on est obligé d'aller chercher des alliances parmi les représentations politiques à l'Assemblée nationale pour essayer de se faire voter ces petites lois. Alors que si le peuple avait la main mise sur tout, c'est-à-dire aussi bien décider de mettre une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, là peut-être qu'il y aurait plus de légitimité. Et j'irais même plus loin. Alors, aux États-Unis, si un président perd les deux chambres, par exemple, à cause d'un mi-terme, là par contre, le petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est-à-dire que même si le président américain perd la majorité aux deux chambres, il peut rester. Il n'a aucune obligation de partir. Et en France, c'est pareil. Aujourd'hui, Macron, il est dans une situation où, ayant perdu une majorité, alors déjà ayant perdu son parti ayant été ratamé par le Rassemblement national aux élections européennes, parce que je rappelle que le second, c'est le Parti socialiste avec Glucksmann, et que monsieur décide de dissoudre l'Assemblée nationale, mais que l'Assemblée nationale, du coup, déjà qu'il avait une majorité très relative, là, non seulement il n'a pas retrouvé une majorité, mais en plus il l'a complètement perdu. Moi je sais pas, moi je suis président de la République, j'ai une telle désaffection contre moi, alors là on te dit oui, il a perdu 3 points avec son interview qui ne sert à rien, il y a 75% de mécontentement. Moi je sais pas, je serais à 75% de mécontentement, au bout d'un an, je relève pas, ok, je m'en vais. Mais comme aujourd'hui on est avec des gens qui ne sont plus pour le pays, qui ne sont plus pour le peuple, qui sont pour un programme, qui sont pour un plan, le peuple, ils en ont rien à branler, ils en ont rien à carrer. Et quand je dis ça, ça touche aussi bien Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, que Wauquiez. Alors là, je crois qu'aujourd'hui, il y avait les élections internes chez les Républicains pour savoir qui prenait la tête entre Wauquiez et Retailleau. Je ne sais pas, je n'ai pas le résultat, je ne sais pas qui c'est. Mais de toute façon, tous les politiciens de premier plan qui se positionneront pour être candidats et qui certainement auront leurs 500 parrainages pour être candidats, il n'y en a aucun, écoutez bien ce que je vous dis, il n'y en a aucun qui agira pour le compte du peuple français et du pays. Ils sont pieds et poings liés par l'Europe. Même Marine Le Pen. Ouais, ou alors elle joue bien son jeu, mais elle n'a pas la structure, elle n'a pas la carrure, elle peut pas se permettre de sortir de l'Union européenne. Elle a trop de gens contre elle. Elle a trop d'acteurs importants sur le plan social, économique européen, etc. Et c'est le cas pour tous les partis d'extrême droite en Europe. C'est que même s'ils arrivent au pouvoir, tout le monde leur foutra des bâtons dans les roues. Sauf si, évidemment, elle est élue et tout de suite après, paf, référendum, Frexit. Alors là, mais elle ne le fera jamais. Même Bardella, il ne le fera jamais. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas le faire. S'il le fait, même s'il a l'intention de le faire, mais sans le dire, c'est mort. Alors maintenant, la Roumanie, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que va y avoir des mouvements violents? Est-ce que ça va commencer à se taper sur la gueule les uns contre les autres? Est-ce qu'il y a un risque de désordre dans le pays?
C'est possible. Là, d'autant plus que si en effet il y a un interventionnisme russe, il est évident que les Russes feront en sorte de soutenir et d'aider des gens pour contrecarrer. Mais contrecarrer comment? Légalement. Mais légalement, vous ne pouvez pas, puisque de toute façon, la justice, elle aussi, est infiltrée par les mouvances européennes. Donc vous pouvez faire toutes les procédures que vous voulez, qui sont institutionnelles, qui sont constitutionnelles, de toute façon, vous l'avez dans l'os. Pourquoi? Parce que les gens qui rendront leurs décisions seront, de toute façon, pro-européens. Donc, il ne se passera rien. Le seul moyen de quitter l'Union européenne, c'est une révolution. C'est un coup d'État. Point. Ça, il faut que vous compreniez bien. Alors j'entends bien que, évidemment, c'est pas très démocratique. Ça ne respecte pas l'intégrité, la souveraineté de la Constitution. Mais si la Constitution, elle ne fonctionne pas, ou elle ne fonctionne plus, ou elle est vérolée, ou elle a été réformée pendant ces 10 dernières décennies, pour justement faire en sorte que jamais personne ne remette en question l'acquis, ben vous êtes mort. Ça, vous êtes condamné à voir vos souverainetés, voire même vos libertés fondamentales, passer sous la main de gens qui réussiront avec des prétextes, des événements, comme l'insécurité par exemple. Si demain commence à avoir des gens qui s'entretuent, commence à avoir des mouvances, des gens, alors d'extrême droite, pas d'extrême droite, j'en sais rien, mais qui commencent à agresser des femmes voilées, etc. Donc ouais, ça va monter crescendo. Jusqu'à ce que le sang coule. Sauf le problème, c'est quand le sang coule, blanc, bah on temporise un peu. Par contre, quand c'est l'extrême droite, alors là, oh, l'extrême droite tue. Oui, bien sûr. Je rappelle dans une précédente vidéo, je vous ai dit, regardez la statistique. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, combien de personnes sont mortes officiellement, reconnues, sous les coups de gens qui agissaient au nom de l'extrême droite ou d'extrême droite? Bah non, tiens, je vous le dis pas le chiffre. Vous n'avez qu'à aller revoir la vidéo. Vous tapez sur ChatGPT. Vous savez, ChatGPT, quelle est la statistique des personnes décédées à cause de l'extrême droite ou en comparaison avec les morts d'attentats terroristes au nom de l'islam? Vous allez voir, ChatGPT, il va vous sortir toutes les sources. Et ça, c'est évidemment des chiffres que les gauchias n'aiment pas. Les gauchias n'aiment pas qu'on leur sorte ces chiffres-là. Eux, ils vont vous dire, oui, mais ça, c'est les chiffres officiels, des plaintes déposées, des actions en justice, des condamnations, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui agressent des pauvres musulmans ne sont pas des gens d'extrême droite. Bah oui, mais statistiquement, après, si on ne prend pas en considération le factuel et qu'on part sur une idée fantasme, ben oui, mais avec le fantasme, on peut faire dire tout ce qu'on veut. On peut dire que la police tue. On peut dire que l'extrême droite tue. En revanche, tu n'as pas le droit de dire que l'islam tue. Ben non, c'est raciste, c'est islamophobe. C'est ça le verrou qu'ils sont en train de faire avec leur loi sur l'islamophobie. Exactement pour mettre au même niveau tout ce qui peut être considéré ou assimilable à de l'antisémitisme. Eh bien, ça sera pareil. C'est au fur et à mesure du temps, la moindre critique que vous pourrez avoir à l'encontre d'un musulman ou d'un sujet touchant l'islam, vous serez islamophobe. Au même titre que si vous critiquez le sionisme, qui est une idéologie politique, ça ne veut pas dire que vous détestez les juifs, eh bien vous êtes quand même antisémite. Point. Fin du débat. Sur ce, suivons un petit peu l'actualité. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu ces images impressionnantes de ce navire-école mexicain, le Guatemoc. C'est un de mes préférés d'ailleurs, que j'ai pu visiter il y a très longtemps à l'Armada qui était organisée à Rouen. C'est pas en
1989, qui était la première armada pour le bicentenaire. Je crois que c'est celle qui est venue après, 92, je crois, 92 ou 95. Et c'est vrai que c'est un des plus beaux. C'est pas un ancien gréement, c'est un bateau qui est quand même contemporain, qui date dans les années 50, je crois. Donc c'est un bateau moderne, mais voilà, en gréement, qui sert de bateau-école, et qui est toujours très impressionnant parce que les équipages sont souvent adorés par les Français. Et puis ils ont toujours cet art du spectacle, et malheureusement là, au moment du départ, le bateau était à quai juste après, en aval du pont de Brooklyn à New York, sauf qu'apparemment ils ont eu une avarie, et avec le courant, et ben malheureusement le bateau est parti en arrière, et toute la mâture est pétée par le tablier du pont de Brooklyn. Là où c'est dramatique, c'est que justement, ce bateau a tradition, lorsqu'il s'en va ou lorsqu'il part, eh bien vous avez tous les marins qui montent sur les mâtures. Donc ça veut dire que il y a une vingtaine de blessés, il y a 2 morts. Donc c'est dommage, parce que c'est un bateau que je pense à tous les Rouennais ou tous les gens qui ont fait les armadas, que ce soit à Rouen ou je crois qu'il a fait aussi des festivités à La Rochelle, au Havre aussi. Enfin, il y a plusieurs villes comme ça, côtières, où il a participé à beaucoup d'événementiels. Et partout où il est passé en France, c'est un des bateaux préférés des Français. Donc voilà, c'est malheureusement un drame. Il y a pire, je pense. Mais quand même, je pense que ça fait quelque chose, surtout quand vous avez vu ce bateau, quand vous l'avez visité, quand vous aviez vu la chaleur des membres d'équipage. Voilà pour cette vidéo. D'ici là, qu'on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, soyez prudents. Faites attention à la grande désinformation qui évolue de plus en plus en ce moment. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, gros bisous!